Bonjour à tous. J'ai le grand plaisir d'animer cette table ronde et je vais être très rapide. Il y a effectivement une contradiction intrinsèque quand on parle d'impact social et de modèle économique, et pourtant on a des réponses assez pertinentes aujourd'hui. Donc il faut y croire, et je laisse tout de suite la parole finalement pour se présenter. On a autour de la table Caroline et Maxime. Caroline, la raison d'être, fondamentalement, ce qui a généré la création de l'entreprise que tu mènes. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis cofondatrice de Welcome Place. Welcome Place, c'est la néobanque des nouveaux arrivants. Quand on parle de nouveaux arrivants, c'est toutes les personnes immigrées, qu'elles viennent pour travailler, et c'est souvent le fameux terme d'expat. Peut-être qu'il y en a dans la salle, peut-être que certains l'ont été dans d'autres pays. C'est d'autres personnes qui viennent pour étudier, et puis aussi des personnes qui ont dû fuir leur pays. Et donc c'est souvent des personnes qu'on appelle des personnes réfugiées. Et j'ai notamment la chance d'avoir aussi comme cofondateur Roussavar, qui est lui-même réfugié, en plus réfugié politique d'Iran. Donc je vous laisse imaginer un peu la galère qu'il a pu rencontrer pour ouvrir un compte en banque. Et on s'aperçoit que peu importe la raison d'arrivée, l'accessibilité bancaire pour ces personnes immigrées, elle est vraiment difficile. Et un petit fun fact, c'est que je t'avais raconté, Sébastien, c'est la responsable du Family Office d'un de nos investisseurs qui nous disait « mais vous n'avez même pas besoin de me parler de votre projet, je le comprends très bien. J'ai dû expliquer à un milliardaire américain la semaine dernière pourquoi c'était compliqué d'ouvrir un compte en banque en France. » Donc la difficulté, en fait, elle n'est pas sur la solvabilité de ces personnes. C'est des personnes qui travaillent. Voilà, il y a 3 millions de personnes qui arrivent chaque année, mais c'est vraiment un problème sur la nationalité. Et donc nous, c'est vraiment un travail qu'on mène au quotidien pour faciliter vraiment l'ouverture de comptes, voilà, déjà, compte bancaire pour toutes ces personnes immigrées qui arrivent en France et en Europe. Merci Caroline, très clair. On y reviendra allègrement. De ton côté, Maxime, les convictions, la vision, qu'est-ce que tu viens défendre? Ouais, donc bonjour à tous. Moi, je suis le cofondateur et le CEO de Charityps. Donc Charityps, c'est une solution de donation as a service. Donc concrètement, on permet aux entreprises de créer des expériences caritatives personnalisées et gérées de A à Z, de l'audit des associations à la gestion des flux financiers jusqu'à la mesure d'impact. Donc si je dois grossièrement simplifier ça, on tend à être le Stripe dédié au sujet philanthropique, avec une surcouche servicielle qui va vraiment être adaptée à tous ces sujets-là. Et donc, ouais, la vision que je viens défendre aujourd'hui, c'est que les projets d'impact social, c'est génial, mais pour autant, voilà, moi je le fais par conviction. Charityps, c'est né d'une conviction forte sociale. Typiquement, je pense que tout le monde aujourd'hui doit faire sa part, travailler dans le même sens pour résoudre les enjeux climatiques, sociaux auxquels on fait tous face, et en particulier les entreprises, plus même les entreprises que les particuliers. Et je reviendrai pourquoi et comment juste après. Et je pense aussi que le don à des associations qui œuvrent concrètement sur le terrain, qui vont avoir des actions concrètes et efficaces, c'est vraiment un superbe outil qu'on a tous à nos dispositions aujourd'hui. Maintenant, quand on parle de ça, il faut quand même être pragmatique. Quand on veut que les entreprises fassent plus de dons, en fait, il faut aussi parler leur langue et réussir à rendre le don sexy à leurs yeux. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec Charityps. On s'est rendu compte que le don comme une finalité en soi, c'est pas ça qui allait pousser l'impact social et le passer à l'échelle. Nous, avec Charityps, on permet d'utiliser le don comme un moyen qui va permettre de résoudre des enjeux métiers très concrets. Donc je peux peut-être donner un ou deux exemples, peut-être qui va parler à l'audience aujourd'hui. Je vais prendre un cas client, Shine, qui est une néobanque que vous connaissez peut-être. Un des enjeux qu'ils avaient, c'était de continuer à attirer des talents en marque employeur qui sont engagés, comme c'est de plus en plus le cas aujourd'hui. Et donc, ils ont utilisé Charityps et l'outil de don de la façon suivante. Chaque nouvel arrivant dans l'entreprise, le jour 1 de son arrivée, reçoit 50 € à reverser à l'association de son choix au sein de son Welcome Pack. C'est tout simple, c'est très facile à mettre en place et c'est un outil qui permet d'utiliser le don pour résoudre un enjeu métier RH. Un autre exemple qu'on peut peut-être avoir, qui va parler aussi à l'audience, pendant les banques traditionnelles. Il peut y avoir un sujet de multi-bancarisation aujourd'hui qui touche de plus en plus de banques, qui se font un petit peu chahuter par les néobanques. On peut très bien mettre en place un mécanisme très simple, le don, pour s'assurer que la personne utilise ce compte-là comme compte courant. Chaque nouvel utilisateur ou client de cette banque peut se voir reverser par exemple 2% de son salaire chaque mois à
pour les reverser à une association de son choix directement depuis l'application bancaire, et ce pendant 6 mois, le temps de s'assurer de sa fidélisation. C'est encore un autre exemple d'usage du don pour résoudre un enjeu métier qui est la fidélisation client. Des cas d'usage comme ça, on en a vraiment des centaines sur l'étagère. Donc l'idée, voilà, c'est faire de l'impact social pour faire de l'impact social. Je pense que ça ne suffira pas. Nous, on assume complètement ce côté héroïste de la philanthropie. Et quand on vient sur Charityps, on va vous parler autant de ROI, de retour sur investissement, qu'il soit économique, en marque employeur, en communication, que d'impact social, parce que notre solution a réussi à lier intimement les deux. Merci, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Justement, je rebondis un petit peu sur cet élément, et ça fait écho à ce que tu disais, Caroline. Finalement, vous vous cachez aucunement derrière le simple fait d'avoir un impact social ou sociétal. Mais du coup, on parle bien d'un marché, on parle bien de modèle économique, on parle bien de ROI, de rentabilité. Aujourd'hui, si vous pouvez être un peu transparent par rapport à ça, le modèle économique est viable? Je commence? Si tu veux. Ah oui, complètement. Alors, nous, notre modèle économique, il est très simple. On gère les dons. Donc, on gère les dons. Pour les entreprises, on a, disons, 2 modèles. On a un modèle plutôt pay as you go. Donc, les entreprises viennent, choisissent un scénario. Peut-être que ça va être un one-shot, quelque chose qu'ils vont le faire une seule fois dans l'année. Donc, il n'y a pas forcément vocation à aller sur de la licence. Là, on va collecter les fonds, les dons pour elles. On va leur permettre d'utiliser notre service avec les différents scénarios, dispatcher les dons aux associations, et on va lui demander à l'entreprise une commission additionnelle sur le volume des dons. Donc ça, c'est l'offre 1. L'offre 2, on a décidé assez récemment, on a testé pas mal de choses, de faire tomber en fait cette commission et de passer sur un mode SaaS très simple, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne voulait surtout pas brider l'usage. Notre objectif, nous, c'est de maximiser l'impact pour les associations. Notre KPI numéro 1, notre North Stars Metric, c'est le nombre de dons qu'on fournit aux associations. Donc si on a des usages récurrents, réguliers et une intégration forte avec notre API notamment, plus il y a de dons qui est fait, plus ça peut coûter cher à l'entreprise. Donc dans ce cas-là, on fait sauter ça, c'est un SaaS classique, une licence annuelle ou pluriannuelle, ce qui permet de maximiser l'impact. Très clair. De ton côté, Caroline, tu mentionnais un milliardaire qui n'avait pas réussi à ouvrir un compte, mais il n'y a pas non plus des milliardaires qui arrivent tous les jours. Le modèle économique, du coup, la viabilité autour de ça, ça donne quoi? Mais de plus en plus. Non, effectivement, nous, on voit l'immigration comme un marché. C'est vrai qu'il y a un peu de temps en temps cette vision en France qui assimile ça beaucoup à de la charité. Un peu, et je ne dis pas que dans la salle vous faites ces raccourcis-là, mais c'est un peu immigré égale réfugié égale pauvreté. En fait, la réalité est beaucoup plus complexe et comme je disais, il y a à peu près 87 millions de personnes qui sont immigrées en Europe, c'est quand même plus que la population de l'Allemagne. 3 millions qui arrivent chaque année en Europe, c'est assez conséquent, et les 3/4 en fait viennent pour des raisons de travail. Donc c'est des personnes qui gagnent très correctement leur vie, qui sont sur des métiers soit très hautement qualifiés, soit aussi sur des métiers en tension. Donc nous, en fait, on travaille avec les premières interlocutrices de ces personnes nouvellement arrivantes, c'est-à-dire les entreprises et aussi, comme on le disait tout à l'heure, la population aussi réfugiée, donc des ONG. Et donc ça, c'est vraiment des acteurs qui ont aussi à cœur de faciliter l'arrivée. Et donc, on a vraiment ce modèle B2B2C où les entreprises ou ONG, en fait, payent pour justement les frais d'ouverture de compte. Et donc ça, c'est aujourd'hui un modèle économique qui est approuvé et qui nous permet aussi, en termes de néobanque, de nous développer aussi sereinement. Très clair. Alors, dans les éléments que vous pouvez compléter, n'hésitez pas non plus à vous surprendre par rapport à ces éléments-là. En fait, vient tout de suite à l'idée, ok, la viabilité semble démontrée, le marché semble assez conséquent. Il y a des freins au passage à l'échelle de vos propositions de valeur? Caroline? Donc il y a plusieurs choses parce qu'en fait j'ajouterais aussi donc impact social, utilité économique, efficacité économique et puis aussi innovation technologique. Et aujourd'hui nous on développe toute une techno et on a parlé beaucoup d'IA et d'IA générative aujourd'hui. Et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup parce qu'aujourd'hui il y a peu de solutions technologiquement parlant qui arrivent à être inclusives. Et justement l'IA permet
RSA aujourd'hui. Parce que ça permet, enfin voilà, quand on adresse une spécificité, une niche, ça a des coûts fixes assez importants. Et l'IA, maintenant, permet non seulement d'adresser une spécificité, mais de créer, voilà, ce qu'on appelle tous ces experts virtuels qui vont en créer d'autres pour adresser une multitude de spécificités. Et donc ça, c'est aujourd'hui un vrai enjeu pour nous, et parce qu'on a envie d'avoir, et on est en train de développer tout ça, justement, cette app ultra personnalisée, multilingue, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui parlent Wolof, mais vous parlez Wolof, l'application vous répondra en Wolof, notre service client vous répondra en Wolof, peut être en anglais, en persan, peu importe, mais vraiment, et donc ça, c'est aussi une marque et en fait un intérêt de montrer aussi à l'autre, en fait, on te comprend, tu nous comprends, et on peut être sur une base de compréhension commune. Et notamment dans le secteur de la fintech, bancaire, c'est aussi, il ne faut pas sous-estimer le langage qui est différent et qui rend aussi complexe la compréhension. Donc nous, c'est vraiment des choses qu'on développe. On veut aussi tout l'aspect recommandation, de proposer les meilleurs services adaptés aux besoins de la personne en fonction aussi de ses ressources. Et aujourd'hui, voilà, on est en mesure d'avoir suffisamment d'infos pour davantage cibler et être vraiment pertinent sur les offres recommandées, parce qu'on est sur des publics, j'ai envie de dire aussi disponibles, qui ont forcément besoin un peu de tout à leur arrivée. Puis c'est aussi un élément, voilà, on parle aussi de rétention, c'est aussi un élément de rétention pour notre business. Très clair. De ton côté, Maxime, sur les conditions d'un passage à l'échelle? Ouais, alors de notre côté, la partie, on va dire toute la partie technologique, le passage à l'échelle, ça va pas du tout être un sujet. Au contraire, on est plus que prêt. L'enjeu, ça va surtout être sur l'évangélisation. Je ne sais pas si dans la salle, beaucoup de gens avaient entendu parler de donation as a service avant. Spoiler, un peu, c'est un concept qu'on a inventé. Mais donc, il n'y a pas beaucoup de sujets qui traitent de ça aujourd'hui. Et ce n'est pas un levier de croissance évident pour la plupart des entreprises. Aujourd'hui, nous, notre gros enjeu, ça va être de pouvoir prouver que oui, la philanthropie, le don, c'est vraiment quelque chose, un outil comme un autre que vous allez pouvoir utiliser dans votre stratégie et que vous avez vraiment tout à gagner. Ce n'est pas uniquement dédié aux grandes fortunes, aux grandes entreprises. Toutes les entreprises ont leur rôle à jouer là-dedans, mais ont surtout beaucoup à gagner pour le faire. Donc voilà, en termes de frein, voilà, c'est surtout faire passer le message, prouver aussi que en fait, de prime abord, on ne se rend pas forcément compte qu'on a un cas d'usage qui peut être adapté à notre entreprise. On se dit, ok, c'est pas pour nous. Moi, je vous mets au défi de me trouver une entreprise pour laquelle on n'a pas de cas d'usage. Vraiment, c'est pour nous, on pense que l'expérience utilisateur a été un sujet pendant un temps, c'est toujours le cas. L'expérience client en est une aussi. Une des prochaines révolutions, potentiellement, ça sera l'expérience caritative et on sera là pour la mener de front. Très bien dit. Alors, sans dévoiler de grands secrets, quand on parle de passage à l'échelle, on parle aussi de besoins en financement, on parle d'investissement technologique, comme tu le mentionnais, de ton côté également. Il y a une infrastructure. Est-ce que les investisseurs y croient? Est-ce que vous avez le sentiment que l'écosystème s'aligne autour de justement cette économie sociale à impact? Est-ce que vous avez un écho à faire entendre? Faire financer aujourd'hui un projet sur l'immigration, on ne va pas se mentir, c'est pas non plus une mince affaire. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont très ouvertes parce que c'est souvent des personnes qui ont pu vivre cette expérience ou en fait dans leur entourage, c'est une expérience vécue. Et puis en fait aussi, tu parlais d'évangélisation, sensibilisation. En fait, la France est un pays d'immigration. Il y a une personne sur deux en France qui a une origine étrangère si on monte à 2-3 générations. Mon nom de famille, il ne sonne pas vraiment français. Donc, en fait, on partage cette histoire commune. Et il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que c'est le passé, c'est le présent, et c'est surtout l'avenir de la France et de l'Europe. Il y a aujourd'hui des fonds à impact qui adressent ces sujets, mais on voit aussi de plus en plus de fonds, on va dire, un peu plus traditionnels, intéressés si effectivement il y a aussi cette innovation technologique et évidemment de modèles économiques qui tiennent la route. Et aujourd'hui, nous, on voit qu'avec ce côté B2B2C, qui est une approche très innovante en termes de néobanque, on commence à faire la différence. Et puis aussi, voilà, on a une équipe tech et il y en a quelques-uns qui sont là, et donc je en profite pour les saluer parce que j'en suis très fière.
En fait, on apporte quelque chose voilà, d'innovant parce que, mine de rien, parler de finances inclusives, c'est encore des thèmes qui sont assez nouveaux. Et donc nous, on veut être aussi un peu ces porte-voix parce que j'ai tendance à dire que la finance inclusive sera ou ne sera plus, en fait, tout simplement. La finance, je pense, est obligée d'évoluer vers ce type de solution parce qu'elle ne peut pas se construire en oubliant peut-être la moitié de la planète, les femmes, les personnes immigrées et tout. Et c'est la personne juste avant qui disait qu'effectivement, pour construire de nouvelles solutions, on a besoin de regards différents. Et je pense qu'on apporte ce regard différent. Effectivement, avoir un cofondateur qui est réfugié politique et un super entrepreneur aussi, on voit les choses différemment et j'ose espérer que ça fasse la différence sur du long terme. Et d'ailleurs, tu constates que d'autres pays qui ont une histoire de l'immigration assez puissante, assez fondamentale, justement, ont réussi à passer à l'échelle. Tout à fait. Une proposition de valeur assez proche. Il y a beaucoup de néobanques destinées aux personnes immigrées qui se sont lancées aux États-Unis, qui réussissent très bien, qui agrègent des millions de personnes, qui ont évidemment levé des millions et qui génèrent des millions en termes de chiffre d'affaires. Pareil au UK. Et en Europe continentale, il n'y a pas encore de solution qui a peut-être encore percé. Et, évidemment, nous, on se positionne aujourd'hui sur ce segment-là. Mais voilà, c'est des entreprises qui nous inspirent au quotidien. Je pense à Majority, à Mones. Voilà. Et, simplement pour continuer sur ce fil, finalement, dans d'autres secteurs économiques plus peut-être lucratifs naturellement, en tout cas peut-être par biais cognitif, d'ailleurs on se trompe sûrement, la rentabilité est colossale. Quand on t'entend et qu'on voit les acteurs aux États-Unis ou au UK effectivement se développer avec des croissances assez phénoménales, est-ce qu'il peut y avoir un acteur français ou européen du continent qui arrivent à cette taille où finalement leur croissance est telle qu'aujourd'hui elle est irrattrapable? Oui, bien sûr, j'y crois, sinon je ne ferais pas ça. Mais après, tu vois, comme je te disais, au UK, il y a des acteurs. L'Allemagne est le principal pays d'immigration en Europe. Il y a l'Espagne, il y a l'Italie. Donc c'est des solutions qui peuvent totalement s'exporter et on a une ambition européenne, c'est dans le cœur même de Welcome Place aujourd'hui. Très clair. De ton côté, Maxime, sur le potentiel de ce passage à l'échelle, les éléments rassurants, d'une certaine manière, infrastructure as a service ou donation as a service, il y a effectivement des coûts technologiques qui sont réduits pour les acteurs en place. Donc en fait, il y a cette partie-là, et puis il y a aussi le potentiel du marché qui est colossal. On arrive à ponctionner tant sur les nouveaux utilisateurs que sur la réduction des coûts de tes partenaires. Enfin, la croissance est phénoménale. Tu le disais, le passage à l'échelle ne te fait pas peur, c'est tout à fait possible. Mais est-ce qu'il y a encore des sujets en lien avec la relation avec les investisseurs où il y a des points de blocage? Alors sur ce sujet-là, je ne serais peut-être pas le mieux placé pour en parler, parce que nous, on n'a jamais levé de fonds, on n'a pas eu besoin de le faire. On a une particularité un peu spéciale, c'est qu'on a démarré cette entreprise il y a 5 ans et on a passé 3 ans en side project dessus en parallèle de notre emploi salarié, ce qui nous a permis de donner le temps de construire des infrastructures très robustes et de commencer à prouver notre modèle. Donc aujourd'hui, on se trouve dans cette situation où, et tant mieux, avec la situation actuelle, on n'a pas encore vraiment besoin de lever de fonds. On préfère prendre le temps de faire les choses très bien, de prouver les choses et de se retrouver dans les meilleures situations possibles pour pouvoir, après, derrière, si besoin, se poser la question. Après, ceci étant dit, je pense que si on retrouve une condition de marché, disons, plutôt favorable, calme, peut-être pas forcément ce qu'on a retrouvé les 2 dernières ou 3 dernières années, mais quelque chose de plus stable, quand on combine fintech, impact et infrastructure as a service, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, attendons de voir. On imagine donc effectivement les dimensions essentielles d'une croissance, donc pas simplement économique, mais sociale, sociétale, environnementale. L'environnement est probablement aussi dans votre ADN. Généralement, les atomes sont assez crochus. C'est très clair. Sur les dimensions d'un passage à l'échelle, évidemment, vous allez structurer une entreprise d'une certaine manière. Quelles sont les plus grandes difficultés? Je vous donne des pistes potentielles. Le recrutement, est-ce que la marque employeur, c'est facile quand on est petit, pas forcément connu? Est-ce que vous avez beaucoup de CV qui arrivent? Est-ce que ce sont les bonnes compétences qui sont nécessaires pour finalement croître? Est-ce qu'il y a d'autres dimensions qui sont problématiques dans ce passage à l'échelle?
Ouais, il y a pas mal de sujets. En fait, nous, on apprend en grandissant. Aujourd'hui, on est une équipe encore très jeune, très petite. On est 3, donc on arrive à être assez lean et à faire beaucoup de choses en interne. Le recrutement, je pense que pour toutes les entreprises, c'est un sujet. On n'est pas forcément né avec ça dans le sang. Ça ne s'apprend pas forcément en fonction de nos différents backgrounds. On n'a pas tous des expériences là-dedans, donc c'est toujours un petit peu compliqué. C'est à nous d'ajuster, de se faire conseiller, de se faire coacher et de grandir avec ce sujet-là. Mais je pense qu'il n'y a pas une seule entreprise présente dans la salle qui dira que le recrutement, c'est extrêmement facile et que ça se passe toujours bien. De ton côté, Caroline? Je vais peut-être te contredire, désolée. Non, en fait, on a de la chance. Là, on est encore une petite équipe, hein, comme vous. On est 6, on devrait être une dizaine d'ici la fin de l'année. On a de la chance d'avoir beaucoup de candidatures, des personnes vraiment de très haut niveau. Parce qu'en fait, tu vois, être une entreprise qui parle d'immigration de façon positive, mais aussi avec une vraie vision business, c'est pas si courant. Il y a beaucoup de gens qui sont, au-delà d'être touchés, elles sont vraiment concernées par l'enjeu. Et donc aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des super candidatures. On ne peut pas satisfaire encore tout le monde parce que justement, on n'a pas encore suffisamment d'argent. J'espère très bientôt pour embaucher vraiment beaucoup de monde. Mais voilà, aujourd'hui, on a cette chance-là. Après, évidemment, je pense que comme en revanche toute entreprise, c'est comment on fait aussi grandir les gens. Le management, c'est quelque chose, c'est une science. Donc, c'est voilà, comment on crée une culture d'entreprise. Et ça, c'est... Puis surtout, nous, on veut créer une culture d'entreprise aussi inclusive, internationale. Et donc ça, c'est des enjeux auxquels on commence à se confronter, mais voilà, qui sont passionnants. Merci à tous les deux. Je vois qu'il reste un peu plus de 3 minutes. Mais si on devait écourter cet échange, est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez aimé aborder et que vous souhaiteriez partager avec cette audience aujourd'hui? Comme la question est difficile, vous pouvez prendre un petit peu de temps pour réfléchir. Je pense que moi j'ai commencé un peu à toucher du doigt ce sujet, donc je vais le répéter, le marteler, vu que je suis dans un enjeu d'évangélisation. Je pense sincèrement que le don comme un moyen pour répondre à des enjeux métiers dans l'entreprise, c'est probablement le levier de croissance le plus malin et sous-coté, peut-être, de ces prochaines années. C'est évidemment ma vision personnelle. Et c'est aussi un des plus rapides à mettre en place, facile, qui peut avoir un retour sur investissement le plus incroyable, parce qu'il est multiple. Prenons un exemple, en gros, c'est vraiment une équation, un cercle vertueux, tout le monde y gagne. On a les associations d'un côté qui, elles, bon ça c'est évident, on leur donne des fonds pour décupler leur impact, donc là il n'y a pas de sujet. Pour l'entreprise, non seulement elle va résoudre un problème métier, un enjeu clairement, sur lequel elle a d'habitude elle dépense aussi des budgets, mais en plus de ça elle va pouvoir potentiellement avoir une rentabilité économique, une augmentation drastique de son image de marque, de sa marque employeur, elle va pouvoir permettre d'attirer de nouveaux talents qui sont vraiment de plus en plus engagés. Et pour la partie prenante concernée par cette démarche-là, elle va vraiment être impliquée dans la démarche. Elles sont de plus en plus aujourd'hui engagées, on le voit, tout le monde a envie de faire un petit peu sa part, mais le problème, surtout dans les contextes actuels, c'est qu'on n'a pas forcément l'argent pour le faire. Avec notre type de solution, vous l'engagez, vous l'impliquez dans votre démarche sans qu'elle ne dépense le moindre centime. Donc en fait, on arrive sur un cercle vertueux où tout le monde y gagne. Charityps est au milieu pour gérer tout ça et vous aider là-dedans, on y gagne aussi. Mais donc voilà, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas le faire, quoi. Merci Maxime. Sur les 3 minutes 30, il te reste plus que 45 secondes. Désolé. Qu'est-ce que tu pourrais nous rajouter comme info? Pour conclure, et sans mauvais jeu de mots, pour nous, vraiment, l'immigration, c'est une source de richesse. Vraiment, les personnes immigrées, c'est des personnes qui ont toute une histoire basée sur la résilience, l'adaptation, la force, le courage. Elles travaillent, elles cotisent, elles consomment, et le vrai problème, c'est l'exclusion. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, je vous aurais fait voir aussi peut-être une autre vision de ce sujet. Et vraiment, pour moi, une entreprise peut être efficace quand elle allie impact social, efficacité économique et puis innovation technologique. Un immense merci, Caroline. Un immense merci, Maxime. À titre très personnel, j'y crois à fond et je vais vous aider. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.